Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle séance de l'Université permanente. Ce soir, nous allons continuer à explorer l'histoire de l'écriture des femmes dans la littérature française. Mais nous allons le faire d'une manière un peu différente, puisque ce soir, ce n'est pas une conférence, mais une conversation, disons. Et nous sommes dans l'histoire la plus immédiate et même la plus vivante, puisque nous avons le plaisir de recevoir ce soir trois écrivains, poètes, Marie de Quatre-Barbes, Aurélia Lassac et Katia Sophia Hakim, qui ont pour particularité de mêler aussi bien les langues que les arts, et à travers les poèmes desquels nous allons cheminer ce soir. Donc la soirée va se dérouler comme ça. On va proposer à chacune des poétesses invitées de lire quelques-uns de leurs textes pour commencer à se familiariser avec leur écriture. Puis ensuite, on essaiera d'engager une conversation ensemble avec elles. Comme tu disais, Louise, on continue à explorer un peu cette écriture des femmes pour le moment très XXe siècle. Ça aurait dû pencher vers la littérature baroque et le XIXe siècle, mais avec les grèves, ça a été annulé, malheureusement. Et je suis contente donc d'accueillir trois poétesses aujourd'hui, trois jeunes poétesses, d'autant que la poésie a été quand même, pour le moment, assez absente de notre programme. Et j'espère que ça sera chose réparée aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un petit peu. Katia Sophia Hakim, tu es née, je ne me rappelle plus ta date de naissance. Je suis née le 4 octobre 1988 à Bayonne. Voilà. Et tu écris depuis assez peu de temps. J'écris depuis longtemps, je suis publiée depuis très peu de temps. Et tu fais des études de musicologie, une thèse, je crois. Et tu as publié dans cette anthologie, par exemple, Génération Poésie Debout, publiée au temps des cerises, dans des revues comme la revue Pan ou Place de la Sorbonne, que tu as aussi ici. Ensuite, on a Aurélia Lassac, née en 1984, je crois. Presque. Une semaine avant. 83. Toi, tu publies donc aux éditions Bruno Doucet, avec par exemple ton dernier livre, En quête d'un visage, avant Pour que chantent les salamandres. Et tu as une particularité quand même, c'est que tu écris aussi, et peut-être tu nous en parleras d'abord, en occitan, et tu te traduis toi-même en langue. On en parlera. C'est un jeu d'aller et venue, j'imagine. Et ensuite, on a Marie de Quatre-Barbes, qui est née en 85. 84, mais j'avais à chaque fois un an de retard, je suis désolé. Et tu publies chez POL, chez Éric Pesty, pour celui-là, donc Gommage de tête, Voguer, ton dernier ouvrage. Je crois que tu as aussi publié chez Lanskin, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà, donc je propose que ce soit... Katia, tu veux commencer ? Voilà. Alors, j'aimerais vous donner un échantillon des différents types d'écriture que je pratique. L'écriture poétique, d'abord, la critique, la traduction, et enfin l'écriture dans une langue étrangère. D'abord, donc, la poésie. Une bacchante à Paris. Caméléons-nous de cols et de confettis. Le métro s'ouvre comme un carnaval. Gang, bang, bariolé des foules suffocantes. Le vin monte en tête et les heures de pointe défilent avec les wagons. Le trot déraille sur les roues, les vitres en vapeur. Le roulis des rames saccade les corps ballants, bondés et moites. Des pinces à linge pour une farandole de chiffon. Et moi, dans tout ça,
rapiécé comme un arlequin. Un extrait à présent d'une critique inédite qui va paraître dans le prochain numéro de Place de la Sorbonne en mai. Donc un autre type d'écriture très différent. Il s'agit d'une critique d'un recueil de Laure Gauthier, une autre poète contemporaine, intitulé « Je neige entre les mots de Villon ». Après Caspar de Pierre, Laure Gauthier poursuit sa quête de langage et de réel entre les mots de Villon. Je neige entre les mots de Villon. Dans le titre, la poète cherche à s'approprier l'impersonnel « il neige », en même temps qu'elle exproprie le nom de François Villon. Ceci n'est pas Villon. Comme Caspar, Villon est un nom commun. Le poète erre, banni de la cité, exil perpétuel de l'orphelin. Il boit dans le brouhaha, seul dans l'auberge du monde. Pourtant, contrairement à Caspar, Villon semble ici recueilli par un jeu, comme embrassé par les parenthèses maternelles du sous-titre « Je neige » entre les mots de Villon. Dans l'expression de « je neige », on est d'emblée face à la complexité de l'identité polyphonique du poète. Pour paraphraser Rimbaud, je n'est pas un autre, mais plusieurs autres. Le je se décompose en de multiples flocons. Au mouvement discontinu des flocons se superpose le mouvement continu de la chute du je qui tombe comme neige. Je neige s'entend aussi comme une expropriation du je lui-même. Je neige. Le je se regarde en miroir. Je neige, avec en son centre comme axe de symétrie la négation du verbe avoir conjugué à la première personne. Je neige nous donne à voir, à entendre, à sentir, à toucher et à goûter les stigmates entre les mots de Villon. S'expose ici un corps poétique béant, à plusieurs voix. On pense au Caravage, au contrepoint visuel et tactile des 4 voix de l'incrédulité de saint Thomas. Le travail de lecture, d'écriture et le mouvement perpétuel de l'obscène communion des plaies ouvertes. Le blanc de la page et la peau de ce corps poétique. Le noir des lettres est une entaille qui invite à la pénétration infinie du regard du lecteur. Simultanément, le corps textuel rythme le mouvement pupillaire de la lecture, corps qui neige à l'intérieur du trou mobile de l'œil du lecteur. À présent, un exemple de traduction. Je vous lirai d'abord l'original en français, puis la traduction en espagnol que j'ai réalisée moi-même avec l'aide d'un ami poète espagnol. Estampe. Champagne. Je pose mon verre sur plaque de bois. Carrefour de l'Odéon, métro ligne 4, un café, 4 lignes de la main. J'ai vu le soleil levant s'asseoir sur le cuir de ma banquette. J'ai bu le kimono deviné sous un manteau de printemps, les cheveux tirés à 4 épingles et mes yeux papier de riz. La beauté lente et parfaite comme une aiguille grave ma gorge vinyle. Carrefour de l'Odéon, métro ligne 4, un saké, 4 lignes de la main. Sur plaque de bois, je pose mon verre, Kampai. Estampa. Champán, pongo mi copa en placa de madera. Encrucijada del Odeón, metro línea 4, un café, 4 líneas de la mano. Vi. El sol levante a sentarse en el cuero del banquillo. Bebí. El kimono adivinado bajo abrigo de primavera, el pelo de 4 tiros largos y mis ojos papel de arroz. La belleza lenta y perfecta como una aguja graba mi garganta vinilo. Pardon, je me perds dans les papiers. Ça, c'est terrible, les papiers.
tragédie. Pardon. Encrucijada del Odeón, metro línea 4, un saqué, 4 líneas de la mano, en placa de madera pongo mi copa, Campai. Et enfin, un exemple de poème écrit directement en espagnol, il ne s'agit pas d'une traduction, d'après l'œuvre d'un artiste de Grenade, peintre et sculpteur. Cuesta, latidos de piedra a piedra, mi puerta del vino subiendo todo el día, bajando, bajando arriba, los ojos encerrados para rezar hacia ti. Latidos de piedra a piedra. Os quiero beber, ojos ladrillos, zapatos en mi corazón. Os quiero comer arcillas crudas, mis piernas a tu cuello cargadas. Se repite un trisquel, bóveda húmeda, latidos de piedra a piedra, bóveda húmeda, letanía de un plato que fregar. Cuántos Hércules me cortaron piernas palabras, roja melancolía, cada vez me cortan más piernas, crecen piernas, porque soy lagarta, hidra de Lerna voy, gritando cuerpos, vacante, despedazando los pernos del sol, ladridos de piedra a piedra, mi puerta del subiendo vino todo el día, bajando, bajando arriba, los ojos encerrados para rozar hacia ti. Merci beaucoup. Merci. Le soleil s'est levé. Le garçon lui murmure ses commandements. Non loin de lui est agenouillée celle qu'il aime. Les bras enfouis dans le sable, elle creuse. Le garçon prie que l'on se souvienne de son nom, que l'on s'en souvienne jusqu'au dernier homme, qu'Ulysse soit le dernier homme. Puis il saisit le soleil à pleine main, le mord et le crible de rire. Elle n'a pas besoin d'entendre ses prières pour savoir de quoi sont faits les rêves d'Ulysse. Alors elle creuse, à la manière d'un animal que l'orage rend furieux, un labyrinthe. Elle voudrait pouvoir y retenir le soleil, que la mer soit complice. Elle y dépose de petites statues d'argile, une pour elle, une pour Ulysse. Ils se tiennent par la main. Il y a une noce, mais le labyrinthe est de sable. Chaque matin, il faut tout recommencer. Et quand vient l'heure de la noce, elle jure 2 fois. Elo, dunome un nom, Ulisses, dunome un nom que te posco esperar. Serai aquí, y ahora un miral e parlaren di tu io e l'altro al dedin del miral. La riccionerai aquí, sempre de Galice, al ras d'un cadiero, al biais des aucels, amb la dulu di ma queso per mi pa perdere da quel costat del miral. Lumati portarai mus pendent d'Aurelios, l'osservarai mai beleu al liec, se me devio susprene al mitan de la nuec. Ma sei pa de nun, così saupre calo d'entrelo ieu belio. Elle. Donne-moi un nom, Ulysse. Donne-moi un nom que je puisse t'attendre. Je serai là. Il y aura un miroir. Et nous parlerons de toi, moi et l'autre, au-dedans du miroir. Je la rejoindrai là, au bord d'une chaise, toujours un peu de biais à la manière des oiseaux, avec la douleur dans ma cuisse pour ne pas me perdre de ce côté du miroir. Le matin,
je porterai mes boucles d'oreilles. Je les garderai peut-être même au lit, si tu devais me surprendre au milieu de la nuit. Mais si je n'ai pas de nom, comment savoir qui d'elle ou de moi veille? Ulisses, te dona un nom. Te dona un nom cambalos in un negre d'incarieros desertusos om de granguses. Te dona un nom cambas a la riviera entengudo de nuechos un aut soleil ignorant los hommes que se sont perdus en te cresenças y t'offrirai di rances e per lo spela un cutel pas mai gran che lo pusse, un cutel d'ivori che avrai raubato prep la battaglia, lo present d'un défu a un altro fenno e te caldrà pensa a ello, a sus lenzols fred al traug mi s'appoccia alla plazo del cutel. T'offrirai de bruts d'erbos che avrai servat lunten ciuma solo, che crei su aquí, un repauso en lui cosses e se quillion, como des sentinelos al qui te pun s'acabo la fucida. Ulysse, te donner un nom. Te donner un nom quand tu danses dans le noir, dans des rues désertes, avec de grands chiens. Te donner un nom quand tu vas à la rivière, en tenue de nuit, sous un haut soleil, ignorant les hommes qui se sont perdus en croyant te saisir. Je t'offrirai des oranges, et pour les peler, un couteau pas plus grand que le pouce, un couteau d'ivoire que j'aurais volé après la bataille, le présent d'un défunt à une autre femme. Et il te faudra penser à elle, à ses draps froids, au trou dans sa poche à la place du couteau. Je t'offrirai des brins d'herbe que j'aurais gardés longtemps sous ma semelle, qui poussent là où reposent les corps et se dressent comme des sentinelles au point précis où s'achève la fuite. L'espace autour de moi est une bulle de savon à l'intérieur de laquelle je m'oriente secrètement et mes actions ont lieu secrètement dans cet aquarium entre deux eaux. Je crois que la partie de ma vie qui était la plus secrète, un ruban de peau chiffonné, une citadelle, un cerveau, est à présent refermée. Je ne sens plus cette épine que je portais dans ma chair et qui me faisait pleurer, autrefois que je chantais, en me berçant moi-même comme un abandonné, je ne sais pas, si quelque chose s'est éloigné ou je me tiens simplement à distance de cette chose, prononçant peut-être une parole, la seule parole vraie, lorsque se forme dans ma bouche un presque petit « je ne sais pas » qui ne m'a pas quitté. J'ai porté ce secret en secret comme un dépeuplement. J'avais 13 ou 14 ans, je ne sais pas. J'inventais mon costume, une couronne de fleurs blanches que je posais sur ma tête pour être vrai. Être vrai, c'est être capable de se fondre, ressembler au garçon qui t'a braqué tout à l'heure, juste avant que tu n'arrives. Passer pour la parfaite schoolgirl, la fille qui va à l'école, le pullover croisé sur les épaules et les chaussettes tirées jusqu'aux genoux. Je peux être un exécutive si je ressemble à un exécutive. Je peux être militaire. Pas besoin de boa flamboyant, de perles et de pierres. Si je suis une femme ce soir, le sac est obligatoire. Je dois porter quelque chose à l'intérieur. Je dois me cacher en moi-même parce que je n'ai pas de coquille pour me protéger. La nuit, je danse avec tous mes organes à l'extérieur. Je suis un corps mou, une larve dépourvue d'ossature. Ma peau, mon corps, mon cerveau, une citadelle, un ruban de peau chiffonné. Tu sais, la nuit, une femme n'est jamais en sécurité. Il faut être une ombre sous sa couronne, se faufiler et suivre d'autres pas dans la neige. Être indétectable, fugitive. Si tu sors d'ici sans qu'on te blesse, voilà ce que j'appelle réalité.
On peut dire qu'il y a un triptyque de l'infortune, mais si tu le dis avec force, si tu te dis « c'est ma force » et tu voles des vêtements de prix et les portes avec la nonchalance de celui qui n'a pas payé pour ça, si tu passes tes journées à assembler les pièces d'un tissu prodigieux et qu'il forme sur ton corps un second corps de peau et d'or, alors ton sexe sera glorieux et tu seras fort. Si tu marches d'un pas décidé et que tes bras tracent des lignes et les brisent aussitôt, les déplacent aussitôt, les recomposent aussitôt, installant une nouvelle symétrie à chacun de tes gestes, alors tes seins, ton cul, ta barbe, tes bras qui séquencent l'air à la recherche d'un angle où s'appuyer et tes hanches, tout cela sera fort avec toi et ta légende naîtra à l'endroit où tu danses. Moineau, délices de mains serrées, compagnie de mains saisissant plusieurs fois moineau même, ombre posée sur celle qui, d'un futur délice, objet de main future, dispose entre elles toutes. Main plusieurs fois posée sur moineau, objet de ma belle disponibilité prenant source en elle qui, sur moineau, se pose, tirant doigt devant elle quand main sur elle est posée. Telle que ma belle disponibilité dispose d'elle toutes par délices à la fois, entre en elle et dispose moineau sur main, future délice de main. Compagnie de celles d'entre elles toutes qui s'ouvrent et tirent des lisses de mains serrées sur moineau, dans la compagnie de mains. Future de main prenant source en moineau plusieurs fois. Moineau prenant source en main plusieurs fois, refluant vers main qui de moineau se gorge, verse en main pour l'ouvrir, pénètre main par entour quand moineau, délice de main future, capture main par délice. Telle que ma belle disponibilité cède en elle tout à la fois brise main et dispose moineau sur elle par capture. Et tout à la fois découvre main lui cédant, délice future de l'objet du délice, future de main serrée devenant main à son tour, par ombres et entours, dans ombre de main qui, sur moineau se pose, dispose d'elle toute main cédant, lorsqu'elle cède ou tombe en elle cède. Merci à toutes les trois pour ces lectures. C'est jamais facile de lancer une conversation. Je crois qu'il y a quand même si on a des écritures très différentes ici, il y a quand même, je trouve, quelque chose d'un lyrisme qui se dégage de vos textes, notamment peut-être à travers la façon que vous avez parfois de vous glisser dans d'autres voix, des voix de personnages ou des voix de figures. Je pense par exemple peut-être à Marie, Aurélia aussi avec Ulysse et elle. Marie, c'est peut-être moins apparent si on n'a pas le contexte du livre. Peut-être que vous pourriez nous en parler. Et toi, Katia, je trouve qu'il y a quelque chose dans tes textes vraiment de... Enfin, c'est pas parce que tu fais des études de musique que je dis ça, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de musical qui se trouve aussi dans d'autres poèmes. Je pense à un poème comme Berceuse dans ce livre, où tu fais exister des mots qui sont des mots de la musique, du vocabulaire de la musique, brève, longue, pour t'en saisir et leur donner un autre sens à l'intérieur du poème. C'est aussi peut-être quelque chose se glisser, changer, passer par l'intermédiaire du musicien, de la musicienne, et lui donner une voix poétique aussi. Ça peut être que ça participe aussi un peu de tout ça. Je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans. Oui, je veux bien. Donc peut-être donner un peu de contexte sur ce livre dont j'ai lu quelques pages. Donc ce livre s'intitule Voguer et il se présente comme une suite de portraits qui sont des portraits inspirés par des personnes
réels, mais qui sont revisités par la fiction et la poésie. Donc ce sont des portraits très infidèles, certainement. Alors effectivement, il y a certainement une part de lyrisme dans les pages que j'ai lues et dans le livre, puisque la particularité aussi, c'est que toutes ces personnes sont disparues, sont mortes dans des circonstances plutôt tragiques. Donc c'est une sorte de livre élégiaque à leur mémoire, en quelque sorte, qui se tenterait de réanimer quelque chose de leur mémoire. Donc le projet, oui, est tout à fait celui-ci, d'habiter en tout cas l'espace laissé vacant par la disparition de ces êtres, qui ne sont pas des intimes, qui sont certains d'entre eux sont des quasi-inconnus, mais sont des personnages d'un film qui s'appelle Paris is Burning, qui est sorti dans les années 90, et d'autres sont des écrivains célèbres, comme par exemple le poète Heinrich von Kleist. Donc voilà, peut-être pour quelques éléments de réponse. C'était quoi ta question? Sur le fait de se glisser. Ah oui, les personnages. Alors, il y a une chose dans le choix que j'ai fait dans ce livre, c'est en fait l'oralité est très importante dans mon écriture. C'est-à-dire que souvent, le texte enfin du moins, disons le premier vers, peut me venir oralement. Et il y a le moment de l'écriture, qui est singulier, mais on en parlera peut-être plus tard parce que c'est en 2 langues. Et ça n'est pas une traduction exactement, c'est vraiment une écriture bilingue. Et quand j'ai fini le texte, donc dans ces 2 langues, la dernière épreuve est orale. Et systématiquement, il y a des choses que je ne peux pas voir avec les yeux et que je n'entends que quand je le dis. Alors, étant donné cette place centrale qu'a l'oralité dans mon écriture, aller jusqu'à donner la parole à des personnages que je nomme, ou que je nomme pas puisqu'elle n'a pas de nom, voilà, la frontière est quand même ténue. Et puis ce que j'ai voulu explorer dans le dernier, En quête d'un visage, c'est cette sorte de réconciliation entre la poésie et le théâtre qui, pendant si longtemps, n'ont pas été distincts. Donc, je ne sais pas si c'est un dialogue poétique, un poème dialogique. Enfin voilà, j'ai voulu explorer ça. Donc, on a eu 8 chants. J'ai appelé ça des chants. Alors, dans chant, on entend Kansu et les troubadours et troubaïrites, dont je suis héritière puisque j'écris dans leur langue, écrivaient les Kansu, c'est-à-dire que le poème occitan était chanté. Alors là, derrière une table, je ne l'ai pas fait, mais je chante aussi quand je lis. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une belle transition avec la question de la musique et comment la musique, la pratique musicale peut modeler une écriture poétique. C'est vrai que de formation, je suis musicienne, pianiste, musicologue. Là, je finis un doctorat sur Manuel de Falla. Et une de mes spécialités est l'analyse musicale. Ça veut dire que c'est la même chose que l'analyse littéraire, le commentaire de texte, si vous voulez, mais appliqué à la musique. Et c'est marrant ce que tu as relevé dans cette berceuse. Une berceuse qui est une musique, bien sûr, qui est un chant, qui est à la fois, pour moi, une berceuse, c'est à la fois un chant et une danse, puisque c'est un chant qui est forcément accompagné d'un mouvement corporel, de balancement.
Et c'est vrai que ce poème est construit autour de cette répétition, brève, longue, brève, longue, brève, longue. Mais à l'origine, cette dénomination brève, longue, en fait, vient de la métrique grecque, puis latine. Voilà, valeur brève, valeur longue, ça vient de l'origine et poétique. Et quand est-ce que j'ai découvert pour la première fois ces dénominations, brève, longue? Donc oui, c'était dans mon cursus d'études musicales, et on parlait de métrique grecque, mais plutôt appliquée aux musiques du XXe siècle, parce que c'est assez pratique de parler d'iambe, de trochée, d'anapeste, de dactyle, pour désigner certaines figures rythmiques dans les musiques d'avant-garde, où quelque part on échappe aux valeurs rythmiques absolues des musiques antérieures, on peut dire. Donc l'origine brève longue est une origine poétique et que je reprends, que j'essaye, en fait, on va dire, la musique, les études musicales, la pratique musicale m'a donné envie peut-être de revenir à une certaine origine mythique, légendaire, d'une union entre la parole et la musique. Ça me fait penser qu'il y a quand même quelque chose qui unit vos trois écritures, qui intervient, vous allez certainement en parler de façon différente chez vous, pas forcément au même stade de la conception du poème et du vers, du recueil. C'est la référence à l'antique. Tu viens d'en parler, Katia, avec ces anapestes, ces trochets qui sont des mesures, des figures rythmiques et prosodiques utilisées dans la poésie latine ou grecque, par exemple. Aurélia, évidemment, avec Ulysse et elle, qui n'est pas nommée, mais on voit quand même que tu suis certains épisodes de l'Odyssée parfois, même si tu inventes ta propre histoire en lui donnant une espèce de cercle de retour un petit peu. On pourra en parler tout à l'heure. Et toi, Marie, je l'ai vu évidemment dans les phrases que tu mets en exergue ou les poètes que tu cites. Tu parles de Sappho, tu parles d'autres poètes antiques. Comment intervient cette référence, la vie antique, à l'intérieur de vos poèmes? Je ne sais pas si... Alors, il y a plusieurs raisons à cela. En tout cas, dans ce livre-ci, il y avait une raison un petit peu contextuelle, et puis il y a aussi une raison plus globale. Disons que généralement, enfin, je m'intéresse beaucoup à la conception du corps antique, donc aussi beaucoup à la médecine antique, à toute la réflexion sur la physiologie, etc. À l'histoire de la médecine, en fait, et dans ses origines antiques. Et bon, pour revenir à ce livre-ci, en fait, le point de départ du livre, ça a été une émotion, une série de questions qui ont émergé chez moi après le visionnage donc, de films que j'évoquais précédemment. Et c'est un film qui met en scène des danseurs qui produisent une forme qui s'inspire notamment des postures des mannequins des magazines dans les années 80, et c'est aussi une certaine esthétique, on pourrait dire un peu néoclassique. Donc pour moi, ces figures, ces danseurs sont dans une référence directe en fait à quelque chose de l'antique tel que l'antique nous arrive 1000 fois remâché. Et puis par ailleurs, ce sont des corps flottants, si je peux dire, des corps qui flottent entre les identités de genre, qui s'incarnent. C'est des danseurs aussi chez lesquels le corps est traversé, en tout cas, par des
des postures qu'il transforme. Il y a aussi tout un rapport au costume. Et je trouvais intéressant de mêler ces caractères très, cette hybridité-là, très située dans les années 80, à une référence qui est beaucoup plus ancienne et qui est ancrée dans effectivement certains mythes antiques, et puis aussi la poésie, notamment de Sappho, qui est très, très ambiguë et très, très flottante aussi sur la question du genre. Et tout cela à travers la lecture d'hellénistes et puis aussi d'historiens de la médecine. Donc c'est une sorte, tout ça, ce sont des choses qui sous-tendent le poème et puis qui le traversent, qui ne sont pas toujours explicites. Alors il y a malgré tout aussi tout un... sur ta première question, il était question d'habiter en quelque sorte d'autres corps que le sien. Il y a aussi dans ce livre régulièrement des tentatives pour un peu à la manière du coucou habiter le nid de l'autre, et en l'occurrence la page d'autres écrivains, des illustres prédécesseurs. Et le dernier poème que j'ai lu tout à l'heure, c'est une sorte de mise en boucle un peu déplacée de Catulle. Donc c'est une manière en fait de vivre et d'incorporer la voix de l'autre, quelque chose comme ça, pour en livrer un petit peu autre chose, évidemment, puisque ce sont des références qui sont toujours mâchées, remâchées et légèrement altérées. Voilà. Avant de vous laisser répondre, je voulais poser une question pour que ça fasse un peu conversation. Ce titre, Voguer, c'est une référence aux poses et à la danse au magazine Vogue. Oui, en fait, le titre en tant que tel, il est un peu polysémique, mais disons que la danse, effectivement, je n'ai pas mentionné, et c'est une danse qui s'appelle le voguing, qui a été nommé de cette façon par les danseurs qui l'ont inventé et qui la pratiquent. Et effectivement, c'est une référence au magazine Vogue. Mais bon, en français, le terme voguer évoque aussi plein d'autres choses. Et j'aimais ce verbe aussi parce qu'il rattache à un certain lyrisme, à une certaine, non pas esthétique de la noyade, mais en tout cas de la manière dont on peut flotter entre deux eaux. Et c'est un livre aussi qui flotte entre plusieurs eaux du point de vue on peut dire du genre, puisqu'il est un peu narratif, un petit peu. Enfin, il y a des pages vraiment versifiées. Il y a des espèces de notules pseudo-théoriques. Et puis, c'est aussi un verbe qui va vers d'autres verbes comme la dérive, comme la divagation, dériver, divaguer, etc., qui sont aussi des verbes auxquels je suis attachée aussi dans ma pratique d'écriture. Voilà. Et divaguer, ça nous amène à Ulysse. Alors j'ai de nombreuses raisons la présence de ces références antiques. Alors, on m'a raconté que j'ai été conçue dans un temple en Crète, pas loin de chez Minos. On n'a toujours pas déchiffré d'ailleurs le linéaire A. Par ailleurs, ça y est ? Ah non, j'ai entendu un si. Pardon. J'ai connu une archéologue qui travaillait sur le sujet. Par ailleurs, j'ai grandi avec les récits mythologiques, tout simplement parce que mon père me les racontait. Donc ça fait complètement partie de mon imaginaire d'enfant. J'ai grandi en regardant en boucle une VHS qui était Orphée de Cocteau, qui m'obsède. Voilà. Donc la référence, elle vient naturellement quand j'écris, parce que c'est mon imaginaire d'enfance qui s'exprime.
Et alors, là, je ne sais pas si c'est intellectualiser le propos ou pas, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais quand même, pourquoi en occitan, pourquoi Ulysse? Je ne sais pas, mais il y a autre chose. C'est que dans le Sud, la langue occitane, elle souffre de diglossie avec le français. C'est là que c'est le plus fort, qu'il y a un sentiment d'une langue dominante, d'une langue dominée, qui a la conscience pas assumée, de parler patois, etc. Et donc il y a une forme, en écrivant un texte déjà qui est bilingue, où les langues sont en miroir. Elles sont en miroir, elles sont en harmonie, il n'y a pas de hiérarchie entre les langues dans ces livres. Et je prends une distance temporelle avec tout ça, avec cette histoire, qui est récente et un peu plus ancienne. Celles, je parle, qui ont pu opposer ces deux langues, en rappelant que on est méditerranéens. Les francophones, les occitanophones, nous sommes méditerranéens. Voilà. Alors à propos des références, c'est vrai que le premier poème que j'ai lu s'intitule « Une bacchante à Paris ». Là, la référence est tout à fait explicite. Et le dernier poème, écrit en espagnol et lu en espagnol, il y a aussi une référence à Hercule et à l'hydre de Lerne. Et ce qui m'intéresse peut-être dans ces références antiques, ce sont les corps féminins, la représentation, on revient à cette idée du corps, et les différentes représentations des figures féminines de ces récits mythologiques, antiques, que ce soit les Bacchantes ou l'hydre de Lerne, et essayer de réécrire l'histoire de ces femmes, comme l'hydre de Lerne, qui est présenté comme un monstre qu'Hercule réussit à combattre. Et ici, dans ce poème, au contraire, c'est une hydre de Lerne. Enfin, l'hydre de Lerne, c'est elle qui prend, le protagonisme de la scène, puisque elle résiste à chaque fois que Hercule lui coupe une tête, une autre tête repousse, etc. Donc, ces récits mythologiques sont pour moi une manière de décrire des combats de femmes aujourd'hui, à l'ère contemporaine. Et cette vie antique qui revient toujours chez vous trois, c'est un monde de métamorphose, on dirait, d'une langue à l'autre ou d'un corps à l'autre. Et ça fait signe vers une certaine plasticité des mythes qu'on retrouve difficilement ailleurs, qui est l'art et la manière de réécrire ce qui s'est passé sans que cela choque, puisque c'est fait pour être réécrit, aussi bien Ulysse et Pénélope que Ulysse et elle. Et les mettre en miroir, c'est mettre en miroir les langues sans hiérarchie, mais aussi Ulysse et son envers, d'un côté à l'autre de la mer. Alors je ne sais pas comment tu raconterais cette confrontation, ou ce regard d'Ulysse, qui est un regard sur Ulysse aussi. Alors, tu viens d'exprimer ce que j'ai... Mon geste, en fait. C'est-à-dire que avant que celui dont on a retenu le nom, Homère, fixe le mythe avec les mots qui sont les siens, pendant des siècles, de même que les contes dans toute tradition orale, cette histoire, elle s'est transmise oralement. Alors, moi, je considère, je fais semblant, d'être un de ceux qui a transmis sa version de l'histoire. Voilà, donc c'est une sorte de préquel. Et ça n'est pas Pénélope, parce que ça, Pénélope, c'est vraiment l'histoire au moins des hommes. Et oui, c'est 8 chants en plus au lieu de 24, donc pas le cycle complet. Manière d'en prendre une partie, de choisir son Odyssée. Ça me fait penser...
Non, mais... C'est aussi une autre vision de l'autorialité, du fait d'être un auteur et la paternité ou maternité des textes, qui est aussi assez proche de celle qu'il y avait au Moyen-Âge, où on écrivait, tu as parlé de préquels, mais on pouvait écrire des suites comme ça. On va écrire, tout d'un coup j'ai envie d'écrire la suite d'un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, c'était comme ça que ça se passait à cette époque. C'est assez intéressant que tu sois emparé de cette idée, et c'est aussi ce que tu disais dans ton texte critique, Katia, où reprendre à Villon ces mots et arracher Villon des Villonneries pour le faire parler de l'auteur, du nouvel auteur finalement. Je voulais vous poser une question. Tu parlais Katia, des combats de femmes d'aujourd'hui, etc. Il y a quelque chose de très quotidien aussi dans ta poésie qui a été souligné par Francis Comte dans sa préface, mais aussi, je crois, dans la critique d'Olivier Barbaran dans Europe, de très, parfois explosif un petit peu, ces combats de femmes. Aurélia, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce « elle » aussi qui veut être nommé, à qui on refuse un nom plus ou moins, etc. Et Marie, toi c'est vraiment ce qui m'a frappé évidemment dans ton livre, dans Voguer en tout cas, c'est ce rapport à la question du genre au milieu. Je mets le mot dessus qui m'a parlé dessus, que tu n'as pas mis en tout cas comme ça, mais ce rapport avec le milieu de ce qui est représenté des drag queens parfois ou des choses comme ça, enfin le transformisme ou des choses comme ça, ces moments où l'identité de genre tremble, etc. Je voulais revenir là-dessus avec vous. Et Louise aussi, tu as parlé de l'antique parce que tu es évidemment très sensible à ces questions que tu travailles sur les rapports entre Homère et Parménide. Sur les questions d'identité de genre, j'aimerais aborder cette question par la question des langues, en fait. Et voilà, il y a quelque chose là qui a été dit, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les langues. Alors, d'un certain point de vue, c'est très clair dans ton écriture. En revanche, dans mon expérience, dans ma pratique du bilinguisme, j'éprouve une hiérarchie entre ces deux langues. Ça veut dire que ce que j'écris en espagnol, je l'aurais jamais écrit en français, et vice-versa. Il s'agit comme d'une seconde voix, d'une seconde identité, et pas d'une simple traduction d'une pensée ou d'une idée. Et ce bilinguisme, je trouve, donne justement beaucoup de liberté dans l'écriture. Le fait d'écrire dans une langue étrangère m'a permis d'aborder certains sujets beaucoup plus librement, notamment des questions, notamment sur la question du genre, où je sais pas, la langue espagnole me permettait me donnait cette liberté de parole, comme un autre jeu. Jeu est un autre. Là, oui, avec la pratique de cette langue étrangère, oui, j'ai pu donner naissance et continuer de construire cette seconde identité grâce à l'étrangeté de la langue. Voilà. Une réponse. Merci. Elle ou les langues? Ta façon d'aborder. Ouais. Donc, en tout cas, cette figure-là, dans Pourquoi chantent les salamandres, première partie, première moitié du livre, c'est Solstice, le brame de Janus. C'est un long poème qui est dédié
au solstice d'été et qui est traversée par une femme qui n'est pas nommée, c'est la Belle. Elle vient des Amériques. Et là, elle, il faut bien la désigner, donc elle, qui n'est pas Pénélope. En ce moment, j'écris un roman. Le personnage principal est une femme, une archéologue qui travaille sur la mer d'Aral au Kazakhstan et qui écrit des poèmes érotiques en occitan. Et après un certain nombre de pages, je me suis rendu compte que je n'avais nommé aucun personnage. Ils n'ont pas de nom. Ils sont désignés. Alors, elle est la seule à pas vraiment l'être, parce que c'est la troisième personne, mais on est quand même un petit peu dans sa tête. Donc... Mais voilà, un personnage va être l'amant kazakh, un autre le souffleur, sa mère, c'est la mère. Et je ne sais pas, mais il y a un personnage féminin qui n'est pas nommé, qui est très présent, qui traverse ce que j'écris. Après, vraiment, quand je suis de même que je m'exprime en occitan et en français, c'est Ulysse, c'est elle, et tout ça, c'est l'homme et la femme en moi. Et donc, il y a toujours cette idée d'être double, voilà, qui s'exprime. Et est-ce que celle dont tu disais « je » en lisant ton poème, a-t-il un nom ? Alors, je vais peut-être répondre à vos deux questions à la fois. Déjà, alors, ce livre n'est pas un livre sur le transgenre et moins encore sur les drag queens. C'est un livre plutôt dans lequel je me suis intéressée, entre autres choses, peut-être à la question du féminin, mais pas depuis ma position de femme, justement en portant un regard sur plutôt des présences, des figures masculines, ou du moins assignées comme telles, etc. Et moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre de Nicole Laureau qui s'appelle Tirésias, le féminin et l'homme grec, qui est absolument passionnant. Et finalement, là, c'est un travail très, très précis sur l'étude justement de certains mythes et comment finalement le féminin intervient comme une espèce de fêlure chez par exemple l'extrême virilité du héros, etc. Et c'est une fêlure dans laquelle s'engouffre quelque chose qui enrichit considérablement finalement le propos. En tout cas, voilà, donc ça, c'est le regard porté, dévié, est celui-ci. C'est le féminin, peut-être un certain rapport au féminin que je peux exprimer, y compris peut-être ma propre féminité, mais en tout cas, elle a besoin d'une interface supplémentaire, d'un médium qui est une sorte de projection sur des entités qui seraient plutôt masculines. Je dis bien plutôt, puisque dans ces figures, il y a aussi des femmes. Et alors ce jeu, il est tout à fait multiple en fait. C'est le jeu de l'écriture, donc c'est un jeu qui n'est pas neutre, qui est tantôt un peu femme, tantôt un peu homme, qui effectivement subit de multiples métamorphoses. Et qui, comme tout à l'heure j'évoquais le coucou, en tout cas qui se comporte un peu comme tel, qui n'est pas à sa place et qui veut occuper toutes les places potentiellement. Et c'est l'espace en tout cas qui me semble être possible dans un livre. Et peut-être encore une fois cette convocation d'un imaginaire antique est aussi une sorte de catalyseur, quelque chose qui rend possible cette polyvocité d'autant plus. Merci. Peut-être il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. En tout cas, on a encore le temps, je pense, pour une autre question et puis d'éventuelles questions de la salle. Peut-être question de la langue, maintenant, justement. Katia,
Aurélia, peut-être Marie, je ne sais pas si tu nous parleras de ton rapport avec d'autres langues, je ne sais pas si comment ça peut s'exprimer ou pas dans ton livre, dans tes livres. Alors, je suis venue à la poésie par accident, parce qu'un ami anglais m'a demandé d'écrire un poème pour un concours de poésie qui se tenait en Angleterre en langue romane. J'avais 18 ans et je ne sais pas pourquoi il m'a demandé un poème puisque je n'en écrivais pas. Et je me suis prise au jeu, je me suis dit « Ah, les Anglais, on va leur donner un poème en occitan ». Enfin voilà, c'était une sorte de défi. Donc j'ai écrit un poème en occitan, puisque je le parlais. Et là, j'ai découvert, donc c'est pour ça que je dis accidentellement, sous l'impulsion d'un tiers, que j'aimais beaucoup cet exercice. Alors, j'y ai réfléchi depuis, donc je crois que ce n'était pas uniquement pour mettre les Anglais face à la langue occitane. Je pense que c'est lié au fait que cette langue n'est pas... Alors, c'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue paternelle, c'est mon père qui me l'a enseignée. Mais j'ai grandi en français avec pour première langue le français. C'est-à-dire que je commence vraiment à maîtriser l'occitan que vers 13 ans et quelques. Et du fait que ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est pas la langue de l'école, et c'est surtout pas la langue dans laquelle j'ai appris à dire le monde. Et quand on est enfant, si quelqu'un nous dit regarde un arbre est en train de passer par la fenêtre, les enfants vont se retourner jusqu'à ce qu'on leur apprenne que les arbres ne peuvent pas voler. Donc la langue dans laquelle on grandit, dans laquelle on est éduqué, c'est aussi celle qui nous amène à poser toutes sortes de limites sur le réel et à vraiment faire la partition entre le possible et l'impossible et tout ça. Et quand même la poésie, elle vient faire exploser toutes ces limites. Donc là, ce n'est même pas lié à l'identité sonore ou littéraire de l'occitan, c'est juste lié au fait que c'est pas ma langue maternelle. Peut-être que je suis allée vers cette langue que je maîtrisais. En poésie comme ça, la première fois qu'il s'agit d'écrire un poème. Et alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Cinque no Sazu, ça veut dire 5e saison. Et il y avait un éditeur toulousain qui se lançait dans l'édition occitane, qui me l'a publié. Voilà. Et puis, je me suis retrouvée à un festival qui n'existe plus, qui était à l'Odève. Et je n'avais que mes poèmes en occitan. Et donc, le public parlant peu occitan, il fallait les donner en français. Et là, c'était très compliqué parce que j'ai essayé de les traduire moi-même et c'était vraiment mauvais. Et j'ai des amis qui m'ont proposé de le faire et c'était encore pire. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, quand même, j'ai un livre et je ne peux pas le partager dans la langue commune. Alors, comme ça ne fonctionnait pas et que j'avais quand même envie de partager mes textes avec les non-occitanophones, j'ai cherché une manière de faire qui ne soit pas la traduction. Et c'est tout bête, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais à la main, ça on pourra peut-être en discuter. Alors, je ne sais pas comment vous écrivez. Mais donc à l'époque, j'écrivais à la main. Ça a changé. Et donc j'avais une feuille pour l'occitan, une pour le français. Et en fait, au fur et à mesure que je compose le poème, je vais, prenons faire 2 vers dans une langue, là je traduis. Mais au moment où je traduis, d'autres idées, d'autres rythmes, d'autres images viennent, parce qu'on change de langue quand même. Et alors je me dis, ah oui, c'est beaucoup mieux. Alors je repasse dans l'autre langue, et puis je vais voilà, et ça n'arrête pas. Donc à tel point que je me retrouvais souvent avec du français sur la page occitane et vice-versa, parce qu'à un moment, je ne sais plus dans quelle langue je pense. En tout cas, le poème, il est achevé... C'est Janus, c'est-à-dire vraiment le poème est un poème original en 2 langues. Voilà.
Alors, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire. Comment je suis venue à la traduction et à l'écriture originale en espagnol, une langue étrangère pour moi. Tout simplement, on m'a invité à un festival en Espagne pour dire mes textes, et bien sûr, il fallait que je les dise en espagnol. Je n'avais aucun texte traduit en espagnol. Et donc, en catastrophe, j'ai dû sélectionner un certain nombre de textes et me mettre à la traduction, qui a été une épreuve très difficile et douloureuse, voire impossible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les premières traductions de mes textes que j'ai pu réaliser, en fait, c'était de nouveaux poèmes. Enfin, c'était pas de la traduction, c'était plutôt de la réécriture, en fait. Le texte était à la fois le même et l'autre, ce que tu disais de Janus, mais c'était de nouveaux textes. Alors très souvent, des passages entiers supprimés, réécrits, évidemment d'autres rythmes, d'autres couleurs. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce processus de transposition dans une langue étrangère, parfois les réécritures en espagnol étaient meilleures, bien meilleures que le texte original en français, que finalement j'ai oublié et j'ai laissé de côté pour ne garder que cette version originale, en fait, comme vraiment la dernière étape du processus de création. Et donc, à l'issue de cette lecture, il y avait un artiste qui était présent et qui m'a commandé une série de poèmes d'après des sculptures qu'il avait réalisées. Et en fait, c'est vrai qu'écrire directement dans la langue est un exercice plus facile que l'exercice de traduction. Alors, en tant que poète, je trouve qu'on a la chance et la liberté d'écrire des traductions, réécritures, surtout lorsque c'est nous l'auteur. On s'autorise, en tant qu'auteur, on s'autorise à supprimer des passages, modifier, transformer totalement le poème original. Je pense, chose que ne s'autoriserait pas un traducteur, par exemple. Quand je traduis de la poésie de quelqu'un d'autre, je ne vais pas m'autoriser les mêmes choses que lorsque moi je m'occupe de transposer des poèmes, mes propres poèmes. Marie, peut-être ? Oui, alors moi je ne maîtrise pas d'autres langues que le français, et encore le français, pas toujours. Enfin, en tout cas, je suis unilingue, on peut dire. Mais j'ai découvert lors de mes toutes premières années d'études on avait le droit, mais avec un niveau scolaire, de lire Shakespeare dans le texte, et qu'on pouvait lire Virginia Woolf dans le texte. Donc en fait, j'ai commencé à lire de la littérature anglophone à partir de 17-18 ans, et avec un grand plaisir, et aussi à traduire pour des raisons scolaires, et aussi avec une sorte d'émerveillement. Voilà, on avait le droit aussi de traduire ces textes-là. Et en fait, moi, la traduction me passionne. Alors, j'ai créé il y a quelques années avec deux amis une revue qui est consacrée à la traduction de textes poétiques de différentes langues, de l'anglais, mais il y a aussi de nombreuses autres langues dont je connais encore moins, dont je ne connais rien. Donc, c'est plutôt un travail qui se fait avec des traducteurs. Mais dans le cadre de cette revue, j'ai commencé à traduire des textes de l'anglais, qui est quand même la langue que je maîtrise un petit peu. Et puis aussi parfois des textes de langue que je ne maîtrise pas en étant en collectif. Donc il y a aussi, je trouve passionnant, cette expérience qui consiste à traduire à plusieurs de la poésie. Parce que c'est un mode de lecture d'une profondeur et en même temps d'une amplitude totale. Donc pour moi, la traduction est un mode de lecture, et finalement, plus il est rigoureux, plus
Alors, c'est vrai que je trouve passionnante aussi l'idée de transposer et tout ce que vous décriviez de vos processus et de cette circulation entre les langues. Mais moi, je pense que j'ai pas cette souplesse linguistique, donc je sais pas. Au départ, le texte est comme un mur de béton, et puis petit à petit, à force de porter son regard dessus, il devient limpide, peut-être. Donc, c'est ce processus-là, et se confronter aussi à l'opacité d'une langue autre. Combien même finalement on en maîtrise le vocabulaire, il y a toujours cette étrangeté qui, moi, agit de façon, comme un stimulant, en fait. Voilà. Oui. Mais je veux faire une remarque par rapport à cette question des langues et de la poésie. Les salamandres ont été traduites en plusieurs langues, et j'ai été surprise quand c'est arrivé une 3e fois, puis une 4e fois, etc., que, alors qu'on parle de norvégien ou d'hébreu, ou que les traducteurs me pointaient, il y a certains passages du texte qui ont été pointés exactement de la même manière par les traducteurs qui écrivent dans des langues qui n'ont absolument rien à voir. Et où ils me posent une question, où ils me font une proposition de traduction qui est la même. Et donc je me disais peut-être au fond que cette langue-là, commune à ces traducteurs, c'est peut-être cette 3e langue qu'on essaie tous de parler, quoi, qui est la poésie. Ouais. Voilà. Ouais. Juste pour conclure, en tant qu'auditrice, moi qui ne parle pas l'occitan, mais même si je ne parle pas l'occitan, j'ai le droit d'apprécier cette poésie dans cette langue qui m'est étrangère, cette musique, ces rythmes. Et ce sont des expériences que j'aime bien partager avec mes étudiants de musique, avec des passages de l'Iliade, notamment la célèbre description du bouclier d'Homère. Et donc, qu'est-ce que je leur donne comme travail ? Ils doivent prendre en dictée la scansion des vers grecs, les rythmes, quoi, les figures rythmiques de l'hexamètre dactylique. Et même s'ils ne comprennent pas la langue, par l'analyse de la structure rythmique, eh bien, ils arrivent à goûter cette poésie, à voir, j'irais même jusqu'à dire à voir cette poésie. Surtout lorsqu'on parle de cette scène du bouclier qui est l'exemple par excellence de cette figure qu'on appelle l'ekphrasis, qui donne à voir un objet d'art. Merci. Peut-être pour conclure, une question légère que tu avais lancée, qui n'est pas forcément toujours légère, Aurélia, mais en tout cas qui est matérielle, sur comment vous écrivez matériellement à l'écrit, au papier, au ordinateur. Aujourd'hui, je pense qu'on est contraint et forcé d'écrire sur différents supports. Notre quotidien nous l'impose, en fait. On est dans le métro, on n'a rien sous la main, eh bien on va sortir le téléphone et on va ouvrir une page de notes. Et j'aime bien cette idée de tenir la poésie dans la main et donc d'écrire avec ce pouce. Mais c'est vrai que le gros du travail de création, pour moi, passe par l'écriture manuscrite, passe vraiment par le geste, presque la chorégraphie, le bruit de la plume, du crayon, voilà, qui gratte sur le papier. Pourquoi ? Je me suis rendu compte en écrivant des poèmes sur le téléphone, voilà, dans les transports, des bribes de poèmes dans les transports, sur le téléphone. Le problème est le même pour l'écriture sur ordinateur. Eh bien, on ne rature pas, on efface, on coupe, on colle. Et comment on fait pour revenir aux versions antérieures ? Bien, on ne peut pas. Et donc parfois, voilà, on est content, on efface, on commence à réécrire, puis on se rend compte qu'en fait, ce qu'on avait écrit au départ était mieux. Mais entre-temps, on a oublié, il n'y a plus de traces.
C'est ça, je pense dans l'écriture sur le téléphone ou sur l'ordinateur, il y a cette perte de la trace. Qu'on le veuille ou non, même si on peut enregistrer 10 000 versions, c'est pas comme avoir son carnet, voilà. Donc moi j'aime bien, enfin juste je peux vous montrer à quoi ressemble mon carnet. Voilà, ça c'est mon carnet de tous les jours. Alors vraiment, il y a tout dedans. Il y a des gribouillis de ma fille, il peut y avoir des listes de courses, des prises de notes lors d'une conférence ou d'un cours, des poèmes, voilà. Et donc ça c'est vraiment la trace de mon quotidien. Et je pense que l'ordinateur pour moi vient en dernier lieu. C'est vraiment le travail de mise en page, de mise en espace du poème. Ça lui donne une certaine fixité et c'est vraiment le travail pour envoyer à l'éditeur, quoi. Alors, je vais répondre, mais je rebondis sur ce dont tu parlais auparavant, l'exercice que tu as fait avec tes étudiants. J'ai travaillé avec des adultes autistes et complètement dans la même optique, c'est-à-dire que je leur lisais mes poèmes en occitan et l'exercice était traduction imaginaire. Je leur lis un vers en occitan et ils en font ce qu'ils veulent en français. Ça leur appartient, ils ne parlent pas occitan et c'était très beau, un petit peu comme l'histoire des traducteurs, de voir que parfois ils se retrouvaient. Et voilà, et puis pourtant ça venait d'eux. Et alors donc cette question-là alors d'abord, pendant des années, quand un poète me disait j'écris à l'ordinateur, déjà pour moi il y avait une frontière. Je me disais je ne comprenais pas, stupide. Je ne comprenais pas comment on pouvait écrire de la poésie à l'ordinateur. Bon, maintenant je ne saurais même pas vous dire pourquoi ça m'échappait, mais à l'époque. Et donc j'écrivais à la main, mais alors comme j'écrivais en deux langues, à partir du moment où j'ai écrit en deux langues, c'est quand même devenu très compliqué et pas très respectueux pour les arbres, parce que en plus je n'aime pas c'est compliqué s'il y a des ratures, donc je consommais énormément de papier, parce qu'il y avait l'occitan, le français, puis comme je voulais que ça reste à peu près lisible, il fallait réécrire. Dès lors qu'il s'agissait de raturer une ou deux fois, hop, je réécrivais. Alors j'ai vraiment consommé énormément de papier. Et puis j'étais convaincue dans cette pensée magique totalement ordinaire à toute personne qui écrit ou qui crée, quel que soit l'art. Donc prise dans cette pensée magique, je me suis dit je ne sais écrire que à la main. Et un jour, il se trouve qu'une grande partie de ce livre-là a été écrite sur un voilier. En Méditerranée, sur les côtes lyciennes. Donc la Lycie aujourd'hui c'est en Turquie, mais ça fait 100 ans, avant c'était la Grèce, et d'ailleurs le roi des Lyciens est mentionné dans la guerre de Troie, donc j'étais sur les chemins humides, voilà, de l'Odyssée. Et là j'arrive sur mon bateau, le bateau de mon ami, et puis j'avais quand même eu l'idée d'amener un ordinateur au cas où, et je commence à écrire, et puis il y a du vent. Et donc les feuilles s'envolent, bougent. C'est impossible d'écrire, évidemment, sur un bateau, sur du papier. Et là, il a bien... Parce que j'étais là-bas pour 15 jours, hein, c'était l'idée. C'était que j'étais partie écrire 15 jours sur ce bateau. Et il a bien fallu écrire donc, à l'ordinateur. Alors au début, j'étais troublée. Surtout que, comme j'ai besoin des deux langues, il fallait que j'ouvre un occitan et un français. J'ai reconstruit mes 2 pages. Et puis, la vitesse à laquelle on tape, c'est pas du tout... Enfin, moi, c'est beaucoup plus rapide que la vitesse à laquelle j'écris. Et petit à petit, je me suis habituée à ce rythme. Et maintenant, je ne peux plus écrire à la main. Parce que c'est trop lent. Parce que je perds mon nouveau rythme auquel je me suis habituée. Et par contre, j'ai une technique. Oui, tu as raison, on peut sauvegarder 20 fois, à un moment on s'y perd, mais il y a des techniques avec des couleurs, etc. Mais ça dépend de la manière dont tu penses, mais voilà, pour garder des traces et s'y retrouver.
Alors oui, brièvement, moi j'écris sur mon ordinateur. En fait, je crois que l'écriture manuscrite, ça évoque trop l'école pour moi et la douleur du poignet, quelque chose. Donc j'aime bien taper, j'aime bien ne pas laisser de traces aussi, je crois. J'aime bien effacer mes traces et qu'à la fin le livre soit la seule trace. Et voilà, mais il arrive parfois quand même d'avoir... évidemment, on pense différemment selon qu'on tape ou selon qu'on trace. Et il peut m'arriver d'avoir besoin d'écrire quelque chose pour pouvoir souvent clarifier une idée ou faire apparaître une structure. Donc disons que le passage d'un médium à l'autre peut avoir des vertus, voilà. Mais comme parfois ça peut être utile de mettre ses pages sur son mur pour regarder ce qui se passe. Voilà. Très rapidement, pour revenir sur ce que tu as dit sur l'écriture scolaire, moi au contraire j'ai un très bon souvenir de l'écriture scolaire, parce que comme je m'ennuyais beaucoup en cours, je ne sais pas si je ne vais pas être très bonne élève, j'écrivais pas mal de poésie pendant les cours. Et donc cette écriture manuscrite scolaire, en fait, pour moi, est liée à l'écriture poétique. Ouais. Écriture buissonnière, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans mes prises de notes de cours, mais en fait, il y a plein de poèmes dans la marge ou même au cœur du cours. Voilà. Merci à toutes les trois. S'il y a des questions dans la salle, on a peut-être un peu de temps, oui. D'aller beaucoup plus loin. Merci. Oui, je voudrais revenir sur une idée, c'est celle de la traduction. Vous avez toujours dit traduction et jamais interprétation. Donc ça m'a un petit peu interpellée. Et est-ce que quand il y a une traduction, même lorsqu'on connaît la seconde langue avec laquelle on traduit, est-ce qu'il n'y a pas nécessairement malgré tout une interprétation? Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui peut faire la richesse? C'est intéressant de donner un texte, et vous l'avez suggéré, et vous avez dit à un moment donné, bon, j'ai donné un texte, puis j'ai dit aux enfants, traduisez comme vous voulez. Et vous avez dit à un moment donné, et finalement, on est presque arrivé à la même chose. Mais est-ce que ce qui ne fait pas la richesse aussi d'une traduction, c'est le fait qu'on parvienne à plusieurs, et je vais dire, moi, cette fois, interprétations. Parce que les langues, même si on est en poésie, elles découpent la réalité et les sentiments un petit peu différemment. Alors, c'est vrai qu'il y aurait le rêve d'une traduction, d'une interprétation commune, mais est-ce qu'au fond, ça n'appauvrirait pas un petit peu? Est-ce que vous avez compris le sens de ma question? Que tu as parlé de transposition. Je me souviens de ce mot. Tu veux peut-être, et puis nous dire quelque chose sur cette transposition, puis je reviendrai. Mais transposition, c'est vrai qu'en tant que musicienne, moi je l'entends d'abord d'un point de vue musical. Une transposition, c'est prendre une même mélodie et changer sa hauteur, garder les mêmes intervalles, c'est-à-dire les mêmes distances entre les différentes notes, garder les mêmes rythmes, mais sur une autre hauteur. J'aurais pu parler aussi de transcription. Je pense à Franz Liszt, par exemple, qui n'a cessé de réécrire ses propres œuvres, et les œuvres des autres d'ailleurs. Donc dans son catalogue, on s'y perd, parce qu'il y a 10 000 versions d'une même œuvre, enfin, avec un même titre. Donc d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ce sont 10 versions d'une même œuvre? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une œuvre idéale, une idée de l'œuvre, et qui essaye de s'incarner à travers différentes manifestations? Ou au contraire, est-ce que l'œuvre n'est pas la somme, en fait, de ces différentes interprétations
Là, c'est vrai que j'aurais envie de dire interprétation. Et donc que l'œuvre, quelque part, n'est jamais finie, qu'il n'y a pas d'idée de l'œuvre, mais voilà, que l'œuvre reste ouverte à ces différentes interprétations, à ces différentes manifestations. Alors, au début de la rencontre, j'ai martelé qu'il ne s'agissait pas d'une traduction. Concernant, en tout cas, mon bilinguisme, c'est vraiment une écriture bilingue. Et c'est cet écueil que j'ai rencontré dans l'exercice de la traduction de l'occitan au français qui m'a amené à développer ce processus de composition bilingue. Voilà. Et alors, moi, je suis confrontée, comme mes livres sont bilingues, à cette, vous voyez, les pages. Et je crois que de toute manière, parce que je traduis un petit peu aussi, d'ailleurs, j'ai traduit, oui, Francis Combes, j'ai traduit Cévennes en occitan. Ça va sortir dans quelques mois. Alors, c'est comme se regarder dans le miroir. C'est-à-dire que même si vraiment, forcément, surtout comme c'est deux langues latines, on a le sentiment, comme ça, si on est un peu myope, que en fait c'est absolument le même texte des deux côtés. Et même quand on croit que c'est proche, et là je parle même pas de mon écriture bilingue, je parle de la traduction qui veut être fidèle. C'est comme se regarder dans un miroir. C'est nous, mais c'est l'envers. Enfin, c'est la gauche et la droite, et voilà. Moi, je parle pas occitan, mais en lisant tes textes, en essayant de les lire en occitan, de les déchiffrer, j'ai eu plus de mal à les comprendre, à grappiller des sens, peut-être par un détour via l'espagnol, que par exemple en lisant des poètes, des troubadours, ou je pensais à Père Vidal que Francis justement avait traduit, ou qui était donné le texte à côté. Je sais pas, on voyait vraiment, je trouve que la langue a énormément évolué, non? Je sais pas du tout. En occitan. Alors, pas tellement. C'est-à-dire que autant il faut apprendre à lire Chrétien de Troyes quand on parle le français d'aujourd'hui, c'est du chinois. L'occitan n'a pas du tout connu cette évolution-là. C'est-à-dire que en plus du temps des troubadours, il y avait une koiné, donc quand on en comprend un, en gros, on les comprend tous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très dialectalisé, donc moi j'écris en langue d'ossien, qui du coup aujourd'hui assez différent du provençal ou du gascon. C'était pas le cas au temps des troubadours, donc ça rend les troubadours faciles à lire, disons. Mais la langue a très peu évolué. N'importe qui parle l'occitan d'aujourd'hui prend un poème de troubadour et comprend quasi tout. Voilà, mais je ne sais pas, peut-être que Francis aussi, il a traduit un troubadour, mais il l'a traduit en étant, je trouve très intéressant son exercice, parce que, il a pris beaucoup de liberté pour essayer de rentrer dans cette langue-là, parce qu'il n'est pas vraiment occitanophone, mais il est érudit. Donc, il y allait avec des livres, etc. Et puis, il a vraiment traduit en poète, quoi. Alors là, on est vraiment dans cette idée que librement. Et c'est peut-être ça, au fond, que c'est peut-être parce que tu lis le texte de Francis que... Il y avait aussi le texte et le texte occitan, original, je sais, oui. Mais est-ce que c'est pas aussi à travers le prisme du... Peut-être, ouais. Je sais pas. Marie, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, un petit mot, je veux bien. Oui, peut-être pour répondre à madame, moi sur ces questions-là d'interprétation, etc., je suivrai ce qu'en dit un poète important à mes yeux, qui est Emmanuel Ocard, pour qui finalement il n'y a pas d'original, ou alors chaque poème est un original. Voilà. Et je trouvais très intéressant ce que tu disais sur le troubadour, en fait, le rapport entre troubadour et Trobéritz, et entre Ulysse et elle.
À quel moment le langage se retourne et comment on reprend les mythes, la manière dont les choses ont été racontées. Est-ce qu'il y aurait une Trauberitz justement qui te tient à cœur particulièrement? Enfin, celle la plus connue serait la comtesse de Die, mais on sait qu'il y en a d'autres. Non, je veux dire, je n'ai pas une Trauberitz phare, mais par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette poésie occitane médiévale qui nomme la femme poète, ce qui, bon, à l'époque est quand même singulier, c'est aussi qu'on a les Tensu, qui sont donc ces poèmes où un troubadour et une Trauberitz se répondent. Voilà. Et donc il y avait une vraie liberté, on a parlé un petit peu des genres, etc. Et au moins dans le texte, dans la société, c'était quand même différent parce qu'il faut savoir que les femmes auxquelles écrivaient les troubadours étaient nécessairement des femmes mariées parce que les autres n'existaient pas. Bon, mais ça c'est l'époque qui voulait ça. Mais quand même, on avait la femme poète nommée Trauberitz, c'est la femme poète qui répondait à l'homme poète, etc. Donc voilà. D'autres questions ? Dans ce cas, on va conclure. Merci à vous d'être venus. Merci à Katia Sophia Hakim, Aurélia Lassac et Marie de Quatre-Barbes de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais en profiter pour remercier aussi les structures qui nous soutiennent, qui sont, comme à chaque fois, la maison Elsa Triolet Aragon, les Lettres françaises et les amis de Louis Aragon Elsa Triolet. Et je crois que Louise voulait dire un dernier mot justement sur Elsa Triolet. Alors à ce propos, donc déjà la prochaine séance de l'université permanente sera le 14 avril, priorité à la maison, sera le 14 avril ici même avec Olivier Barbaran qui nous parlera de Colette. Et à propos d'Elsa Triolet, comme nous sommes en 2020, c'est le 50e anniversaire de la mort d'Elsa Triolet et c'est donc l'année Elsa Triolet. Alors le 26 mars, jeudi 26 mars, à l'école normale supérieure, au 45 rue d'Ulm, aura lieu une journée d'hommage, journée d'anniversaire à Elsa Triolet avec des conférences, avec aussi bien des voix d'universitaires que des artistes, avec Agnès Varda qui viendra malheureusement seulement à travers un court-métrage, avec une lecture d'une comédienne. Donc je vous encourage à regarder sur internet, ça s'appelle Elsa Triolet 50 ans après. Et vous trouverez à l'entrée de quoi poursuivre la lecture avec aussi bien des œuvres de nos 3 intervenantes de ce soir que de Victor et son dernier filigrane.